Ok, je pense que ça sera la dernière partie. On va essayer de gérer la récupération des données étape par étape, d'une façon globale en quelque sorte. Ok, pour ça, on va créer des composants. Donc, on va se mettre ici et créer un premier composant. Donc, components. Et on va l'appeler step 1, so step 1. Ensuite, un autre fichier pour step 2. Comme ça, on n'est pas dans le même. Si j'ai écrit là, on n'est pas dans le même fichier au fait. Et peut-être un troisième aussi pour finaliser les choses. Donc, step 3.j6. Bien, dans step 1, je ne vais pas me fatiguer, hein. Je vais copier ça, coller ici. Si ça fait step 1. Bon, déjà, essayons d'aller avec voilà, step 1. Donc ici, step 1. Donc, on chope ça. Bon, déjà, on peut se débarrasser de tout ceci. Voilà. On va dans step 2 et puis step 3. Donc ici, il y a step 3. Step 3. Step 3. Ici, step 2. Step 2 et step 2. Et là, step 1. Voilà. Donc, trois composants bien distincts, bien séparés les uns des autres. Et on va juste les rendre ici. Donc, on a step 1, step 2, puis step 3. Voilà. Maintenant, on se rend dans le step 1 ici. Voilà. Donc, le step 1, disons qu'il va avoir séquence. Voilà. Disons qu'il va avoir, on va appeler step 1 input. Sera use input. On fait classiquement. Disons que lui va avoir deux inputs. Donc, le nom et peut-être le. Qu'est-ce qu'il y a fou ici? Les imports de VS Code sont vraiment quelque chose. Voilà. Name, on va prendre contact ici. Voilà. Maintenant, on a le nom et puis on a le contact qu'on veut valider, hein. Donc, je veux qu'au minimum, au moins, ce soit 8 caractères. Bon, je profite en même temps pour parler des messages d'erreur. Mais non, non, je laisse. On va parler des messages d'erreur à la fin. On a déjà parlé de cela dans une autre vidéo. Donc, voilà. Euh, Au minimum 8 caractères. Donc, on n'est pas ici pour le message d'erreur. On est ici pour gérer uniquement la récupération de données étape par étape. Donc, minimum 8 caractères. Et puis, je pense que c'est bon pour celui-ci. Donc, on va afficher cet input. Donc, ça va être step 1.map. Donc, je vais prendre mon input ici. Et je vais faire return de l'input lui-même. Le type, je peux laisser texte par défaut. Donc, la valeur sera imp.value plutôt. Et on change imp.onChange. Voilà. Donc c'est déjà bon pour le step 1. Et on va mettre un label, hein. Je veux vraiment qu'on voit bien les choses en fait. Ici on a besoin de key. Donc on va mettre imp.key. Et on va afficher le label ici. Utiliser les labels natifs du domaine. N'utilisez pas des diffs. Voilà. Donc ici je mets imp.label. Voilà. Et si on veut, on peut englober le tout ici. Et on a ici un titre, petit titre. Donc, étape 1, step 1. Voilà, step 1. Maintenant, dans le app ici, on va avoir un petit euh, déjà un petit state ou un truc qui va nous permettre de passer étape à étape, étape 1, étape 2, étape 3. Mais bon, je préfère ne pas utiliser le state. On va utiliser une librairie dont j'avais déjà parlé et qui s'appelle iostore pour nous gérer ça tranquillement, tranquille, sans se fatiguer.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer rapidement un petit dossier store ici et créer un fichier index.js. Donc, on va exporter step store. C'est juste ça, hein? C'est juste ce qu'on va faire. On va utiliser Create Store ici, depuis React bien sûr. Donc, qui va faire nous, qui va nous permettre de donc, qui va nous permettre de gérer les étapes 1, étape 1, étape 1, étape 2. Parce que je ne veux pas avoir de state au fait ici. Donc, c'est juste pour cela. Donc, ici, je me connecte au fait à mon store. Donc, quand step égale step store et je veux juste le step. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on fait rapidement un truc comme ça. Donc, step égale 1 et tu fais step 1, ainsi de suite. Tu peux créer un objet en haut et mettre les clés de step par rapport à l'objet et puis travailler. C'est-à-dire un truc comme ça. Vous pouvez appeler ça steps. On rentre dedans et puis vous mettez 1. Et 1 c'est comme ça. Step 1, 2, step 2, 3, step 3. Je pense que c'est le qui manque. Voilà. Et là, ici, vous utilisez juste steps, 2 steps. Voilà. Comme ça, on n'a que le step 1 ici qui s'affiche par défaut. Maintenant, si quelqu'un change, il va à l'étape 2. On a le step 2. S'il va à l'étape 3, on a le step 3 comme vous le voyez ici. Voilà. Maintenant, on va créer les boutons. Ok, les boutons qui vont nous permettre d'aller étape 1, étape 2. Voilà. On va les faire aussi sous forme de composants. On va aussi les externaliser. Donc, créer un petit fichier ici. Et appelons ça button.jsx. On va créer notre constante button. Comme ceci. Voilà. Et on va l'exporter d'abord. Export defaults button. Bien. Ici, qu'est-ce qui va se passer? On va juste retourner un petit div qui va nous englober deux boutons. Comme ceci. Déjà, commençons par rendre les boutons au niveau de chaque étape. Chaque étape aura son bouton en fait. Donc cette étape aura son bouton ici avec les actions qu'il va faire. Ainsi de suite. J'espère pouvoir. Ouais, c'est bon, je l'ai importé depuis le bon fichier. Donc ici, on va avoir le bouton Prev pour aller derrière et puis le bouton Next pour aller devant. Voilà. Donc, je peux rapidement faire un petit style ici juste pour le dégager un peu du haut. Qu'il ne soit pas trop collé. C'est déjà suffisant. C'est même trop. Voilà. Et les boutons, bien sûr, on va pas les laisser se coller aussi. Donc je préfère franchement donner une classe btn. Et ici, je vais venir aussi rapidement faire btn. Comme ceci. Et je vais aussi avoir btn. Tout ce qui est bouton dans btn. On va avoir un margin de 0 et puis un rm. Pendant que le btn lui-même a un margin top de 1 rm aussi. C'est juste pour ne pas avoir trop. Ne pas les voir trop serrés les uns par rapport aux autres. Donc, on peut mettre un petit padding ici. 0.3M, 0.7M, c'est déjà suffisant. Largement suffisant. Pour avoir comme ceci. Voilà. Donc, je vais aussi mettre un disable ici parce qu'on va mettre juste un cursor not allowed. C'est déjà suffisant aussi. On aura peut-être besoin de cela. Bien, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, il va prendre des props au fait. Donc, on va avoir next text, ok? Parce que ici, le prep test sera toujours le précédent, hein, il y aura toujours le précédent.
Mais le next test peut changer. Donc ici, on va donner ici le next test ici. Et par défaut, on va dire que c'est next. Comme ceci. Voilà, je vais descendre un peu ici. C'est next. Ouais. Comme ça, à la dernière étape ici, on va avoir l'étape 3 comme ceci. On va avoir aussi notre bouton comme cela. On pourra juste dire next test qui est ici, qui est finish. Voilà. À la dernière étape, au fait. Si on veut rapidement vérifier, si on se place à la dernière étape, on aura finish. Voilà. Maintenant, pareil ici, je ne vais pas me fatiguer, je vais copier le bouton là et puis le flanquer ici. Div, step 2. Et ici, on laisse le test tel qu'il est. Il n'y a vraiment aucun problème à ce que ça soit next là. Bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on clique sur le bouton suivant, on passe en fait à l'étape 2. On clique sur le bouton suivant, on passe à l'étape 3, et ainsi de suite. Donc ici, sur le step 1, on va voir la fonction qui fait next click. Elle est où là? Je vais fermer un peu ceci. Voilà. Donc, on va créer des actions ici, des fonctions qui sortent. Donc, on peut appeler la première prev ici. Étant donné que ceci ne va vraiment pas avoir de state qui va danser n'importe comment, on peut laisser la fonction directement comme ceci. Pas besoin d'utiliser un callback ici. Donc, je crée le prev ici et son rôle, c'est juste faire un step store. Voilà, point .set. Je prends la référence du store et je fais un ref. Point .step moins égal 1. Voilà. Donc, c'est son job, en fait. Donc, je viens ici, je dis on click, il fait prêt. Bon, déjà, il y a un petit souci puisque dès qu'on va arriver à 1, il va continuer par décrémenter. Mais pour tester, mettons-nous ici. Il me dit quoi? Button is not defined step 2. Apparemment, quand je copie avec VS Code, il ne m'importe pas automatiquement. Sûrement, j'ai besoin d'une extension, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est bon maintenant. Bon, si je réfléchis, je suis à l'étape 3, je passe à l'étape 2, je passe à l'étape 1, mais si je clique ici, voilà, ça disparaît. On va résoudre ça. On va se remettre à l'étape 1, ici. Donc, step serait égal, si ref.step est supérieur à 1, alors tu diminues. Soit ce que je vais faire, je ne vais pas le faire dans un seul truc. Donc, je vais mettre ici constep qui est égal à ref.step égal à, ou plutôt supérieur à 1. Alors, ça fait ref.step moins 1. Ok? Sinon, 1. Je dépose le step ici. Je pourrais faire une seule ligne, mais bon. Laissons comme ça. Maintenant, vérifions un peu ici. Avec 3, on passe à 2, on passe à 1, et puis c'est bon, on peut plus passer. C'est bien. Et le next maintenant sera configuré selon chaque bouton en fait. Donc ici, on a click next. On a next click. C'est quand vous voulez. On clique ici. Voilà. Maintenant, à l'étape 1, click next va être quoi? On va passer à l'étape suivante. Donc, on peut par défaut créer aussi le next ici. Il sera peut-être même une bonne idée. Qui va juste vérifier ici. Tant que step inférieur à 3, inférieur à 3, bah, il continue d'ajouter. Sinon, il dépose 3. On peut pas aller plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il me raconte déjà là? Ah oui, oui, je sais, j'y arrive. Donc, avec ça, on peut avoir une fonction click next ici.
tout comme il fonctionne next ici. Oui. Donc, on va se dire, s'il y a click next, tu fais ce que click next est, sinon, tu fais pas ce que tu dois faire par défaut, comme ceci. Maintenant, ici, on n'a plus vraiment besoin de cette propriété ici. Et donc, si je prends dans le store, on a déjà mis 3. On a mis, voilà. Donc, si je fais suivant, je passe à l'étape 2, je passe à l'étape 3 et puis je suis bloqué. Sinon, je peux revenir quand je veux. Ok. Maintenant, on a aussi besoin de trucs pour désactiver le bouton. Hein. Donc, on va avoir le disable. Et donc, on va désactiver plus le bouton suivant en fait. Donc, on va mettre une classe name ici. Déjà, faisons un petit entrée ici. Voilà. Donc, classe name ici. Voilà. Si c'est disable, on va mettre notre classe qu'on avait préparé déposer disable. Sinon, on ne met rien du tout. Maintenant, ici, disabled, nul. Sinon, on fait ce qu'on avait l'habitude de faire. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Maintenant, il faut s'assurer que la classe est bien appliquée au fait. Donc, je vais tester au fait. Je vais faire un truc comme ça juste pour voir. Regardez comment j'ai écrit la classe. Disable, oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Bien, maintenant, au niveau du bouton, j'ai disable. Si on me dit disable, je dis disable. Si on me dit pas disable, voilà, c'est bon. Bien, comme on m'a pas dit disable, bah, ça marche. Je passe à l'étape 1 ici, où je vais dire disable sera si le step 1 input n'est pas valide au fait. Si lui n'est pas valide, en ce moment, tu désactives. Mais s'il est valide, tu laisses tel quel. J'ai un petit log de disable ici pour m'assurer que je reçois quand même le disable. Console. Ok, il me dit trop ici. Je pense que je vais plutôt agrandir un peu le VS Code et puis diminuer un peu le navigateur. Un instant. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Ok. Donc, oui, je reçois bien disable trop parce que actuellement, c'est pas du tout. euh, c'est pas actif, voilà. Donc, j'ai dit ici, classe name, si c'est disable, tu donnes la classe disable, ouais, sinon tu donnes rien du tout, ouais. Mais non, pourquoi il donne pas la classe? Ah, il a donné, ok. Qui sort quoi? Ah ouais, la spécificité de CSS 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Donc forcément, ceci a plus de puissance que ceci, donc forcément ma classe ne va pas s'appliquer. Pour que ça s'applique, je vais mettre le mot important et puis je pense que c'est bon. Donc on va essayer de prendre aussi une couleur un peu... Oups. Alors avec CC, voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Du coup, comme c'est disable, voilà, je clique plusieurs fois actuellement, mais bon, ça ne passe pas. Si c'est enable, quand je vais cliquer, ça va passer. Donc, essayons de valider ce formulaire. Voilà, moi je fais l'étape suivante, ça passe. Ok. Bon, c'est bon pour le disable. On va faire pareil aussi au niveau du step 2 lorsqu'on va créer son input et aussi au niveau du step 3 qui lui va fournir au fait le next click parce que c'est la fin en fait. Donc c'est là où nous allons recevoir les informations. Ok, donc pour ne pas se fatiguer, je vais copier la même chose ici, aller au niveau du step 2 puis coller. Je vais juste l'appeler step 2 input et je vais me revenir ici, prendre ça aussi. Pourquoi même ne même pas prendre tout? Voilà. Et déposer ici. Ici, je step 2. Et ici aussi, step 2. Jusqu'ici,
Jusque ici, plutôt, on va demander autre chose, en fait. On peut demander l'âge. Euh, bon, on va demander l'âge. Euh, ça n'a vraiment pas d'importance. Donc, demandons ici un username. Et demandons quoi ici? Qu'est-ce qu'on peut demander ici? Je suis à code d'idée. Il y a plein de choses, mais bon, rien ne me vient là. Euh, la taille. La taille. Size. Voilà. Donc, on va utiliser min plutôt là-bas pour la réalisation. Donc, au minimum, il doit entrer 8. Maintenant, je veux que ça soit considéré comme un nombre, donc je vais mettre nombre. Je pense que le use input n'a pas été importé. Voilà. Donc, je veux qu'il considère ceci comme un nombre. Il me traite ça comme un nombre. Ouais. Voilà. Parce que je ne veux pas taper le type number, en fait, quoi. Donc, je peux aussi utiliser ceci. Maintenant, on a le username et puis le size ici, c'est bon. Ouais. On passe, on vérifie hein, si tout va bien pour le moment. Suivant, voilà. Je tape le username qui n'est pas validé. Je tape le size, voilà, c'est pas valide puisque j'ai dit 8. Donc, si je tape 9, c'est bon. Je fais suivant, ça marche aussi. Maintenant, on copie au fait tout ceci. On va être un peu paresseux. Et on colle tout. On remet notre next test qui est finish. Comme ceci. Ici, on va utiliser 3. 3. Et ici, on va juste demander une description, hein, un commentaire si je veux donner. Voilà. Dans que c'est un seul input, on ne va pas faire de map. On aura juste besoin de ceci et ceci. Ceci et ceci. Voilà, donc ça fait step 3 input ici, point label. Step 3 input point value, puis step 3 input point onChange. Bien sûr. Use input. Voilà. Donc avec ça, voilà, on est à l'étape 3. Voilà. Donc, tout est bon. Comme il faut. Ceci, c'est carrément optionnel, hein. Donc, voilà. Maintenant, on va mettre ici la fonction click next ici, qui va être le submit au fait. Donc, on va le créer ici. Submit. On va utiliser callback forcément. Voilà. Donc, pour tester ou pour le tester, on va juste log ici submit, comme ceci, juste pour s'assurer qu'arrivé ici, quand il clique, ça affiche bien le submit au fait. Donc, je commence ici. Suivant, je fais mon username. Je tape 9. Suivant, je tape une description. Quand je fais submit, c'est bon, c'est bien appelé. Bon, maintenant, c'est bien. À ce niveau, on ne peut que, à la dernière étape ici, on ne peut qu'avoir les données de step 3. On ne peut pas avoir les données de step 2. On ne peut pas avoir les données de step 1 par défaut. Maintenant, on va essayer d'avoir toutes ces données-là. Pour ce faire, on va se placer, je vais me placer peut-être ici aussi, pour créer un tracking, un outil de tracking en fait. Donc, je vais l'appeler track, comme ceci, qui va être le résultat en fait de l'exécution d'une fonction qu'on va importer depuis IO input aussi qui s'appelle track input. Donc cette fonction prend juste un tableau d'identifiant en quelque sorte. Donc je vais appeler mon premier identifiant step 1 comme ceci en string, hein. Voilà, juste pour rester dans le terme. Donc je vais faire step 2 et puis je mets ici aussi step 3. Voilà. Puisque trois étapes. Bon, j'ai vraiment pas besoin de la dernière étape puisque je suis déjà à même de récupérer l'information ici pour la dernière étape, mais je vais toutefois la mettre pour qu'on puisse voir comment tout marche. Maintenant, on exporte peut-être plutôt cette utilitaire.
Bien, on vient se placer au niveau de l'étape 1 ici et avant la fin de la parenthèse, on passe des options. Donc, la première option qui nous intéresse, c'est le track ID ici. Donc, le track ID sera track, on va importer track ici, point step 1, comme ceci. On fait pareil pour l'étape 2, ici. Donc, ça fait track ID et track.step2, puisqu'on est à l'étape 2 ici. Pareil ici aussi. Et au niveau de l'étape 3, on peut le faire aussi ici, si on veut. Track ID, ça fait track.step3. Bien. Maintenant, une fois que tout est fait, c'est bon. Si je reviens, je réactualise mon formulaire, je tape le nom, je tape le contact, je valide tout, hein. Je fais ici, je mets 9, je viens. Et au niveau de la description, je tape quelque chose, je fais finish. Je ne veux plus avoir le submit, je veux plutôt avoir toutes mes données. Oui. Donc, j'ai deux options ici. Je peux avoir les données individuellement. Par exemple, les données de l'étape 1, je peux faire quelque chose comme ça. Step 1, data est égal à track. Je prends mon track, point step 1, et je peux faire point get values. Donc, en faisant ça, si je log ici, step 1, data, comme ceci, voilà ce que j'ai. Ce sont les données de l'étape 1 qui me sont envoyées ici. Maintenant, si je fais la même chose pour l'étape 2, j'ai ici, voilà, et je fais ça, j'ai les données de l'étape 2, le username et puis le size qui est 9. Et bien sûr, je peux faire la même chose pour l'étape 3, où je peux soit, toutefois utiliser directement cet input ici, mais je préfère utiliser le tracking ici. Donc ça fait étape 3, il fait save3.getValues, et si je fais ça, je suis toujours en train de loguer le 2. Bon, il n'y a rien, puisque c'est parti, voilà. Voilà ce qu'on a ici. Maintenant, c'est bien de récupérer les données individuellement comme ça, mais si vous êtes sûr que à chaque étape, vous n'avez pas appelé les inputs de la même façon, par exemple, ici on a name, ici on a contact, ici on a username, ici on a size, ici on a description, c'est des noms qui sont vraiment uniques. Donc, au lieu de se fatiguer à récupérer les données une à une comme ça, on peut juste utiliser track.getValues, simplement comme ça. Voilà. Donc, quand je fais ça, je vais essayer de recommencer à zéro. Je tape le nom, je tape le contact ici, je tape le username, je tape un size de 45, je tape une description et quand je fais finish, j'ai toutes mes données ici. J'ai mon contact, ma description, mon nom, le size et puis le username. Donc, j'ai tous les données d'un coup. Donc, ceci, c'est à utiliser avec prudence. Soyez sûr que vous n'avez pas appelé les inputs, vous avez plutôt nommé les inputs avec des noms vraiment distincts. Si vous donnez le nom name ici, et puis à l'étape de vous donner aussi name, bah, la valeur de name à l'étape 2 va écraser la valeur de name à l'étape 1. Donc, si vous savez que vous avez dupliqué les noms, il est préférable de récupérer individuellement vos données comme ceci et les utiliser comme vous voulez. Mais si vous savez que les noms sont vraiment uniques, là, utilisez cette fonction pour pouvoir récupérer en même temps toutes vos données et travailler. Donc, le track ici hérite aussi de toutes les propriétés de form. Donc, vous pouvez faire .forEach, vous pouvez faire getValue. Vous pouvez utiliser la fonction isValid ici pour savoir si tout le formulaire est valide lorsque vous êtes arrivé à ce niveau ici. Vous pouvez aussi utiliser les autres fonctions qui sont attachées. Donc, vous avez length pour avoir tout le nombre total d'inputs que vous avez dans votre formulaire. Vous avez map pour faire un map. Vous avez reset pour réinitialiser tous les trois formulaires de l'étape 1 jusqu'à l'étape 3. Et vous avez un tour et puis un tour object. Donc, toutes ces méthodes ici sont aussi disponibles dans les step 1. Donc, vous pouvez faire 3.step1. For each, get value, is valid, length, map, reset, etc. Donc, voilà comment vous pouvez gérer les données d'une façon globale, tu vois, sans avoir à se soucier de, voilà, comment synchroniser Redux avec React.form et puis tout ça, qui sont parfois, à mon avis, un peu lents lorsqu'on travaille. Donc ici, tout est relativement simple, il n'y a que de la logique, et puis le tour est joué. Bien. Maintenant, pour finir avec cette étape, vous pouvez aussi, comment on va dire, mettre en cache les données, si on peut le dire comme ça. Parce que c'est bien beau de pouvoir récupérer les données. Ici, je fais ça, suivant, et puis je tape ça, et puis je tape ici. Mais si je fais précédent, je n'ai plus mes données. Mais ça, c'est pas du tout bien. Donc, pour
régler ce souci, on va se placer au niveau de step 1 et ajouter un deuxième paramètre qui s'appelle persist ID. Donc faites attention, ce persist ID doit être unique dans toute votre application. Par contre, lorsque vous créez les tracking comme ceci n'a pas vraiment besoin d'être unique parce que si vous faites ça, export contract 2 égale à ceci, bah, ce tracking est différent de ce tracking, je peux vous le garantir. Même si c'est les mêmes ID que vous avez passé ici, c'est deux choses extrêmement différentes. Mais le persist ID, par contre, est unique. Il doit être unique dans toute votre application. Donc, si vous dites ici que persist ID égale à step 1, ou bien persist ID égale à user step 1, bon, on ne doit plus retrouver en fait, cet ID là quelque part ailleurs. C'est très important qu'il soit vraiment unique. Donc, en faisant ici, vous copiez, vous passez à l'étape 2, vous faites la même chose pour persister aussi les informations, persist ID step 2, et bien sûr, à la dernière étape ici, il est où là? Voilà. Persist ID user step 3. Comme ça, j'espère qu'il n'y a plus d'erreur. Voilà. Comme ça, si je tape ici mon nom, je tape mon contact, je fais suivant et que je fais précédent, j'ai mes informations qui sont disponibles pour modification. Donc quand je fais suivant, je tape mon nom, je tape ici, je fais suivant, je tape ma description. Si je fais précédent, j'ai toujours mes informations. Précédent, j'ai mes informations. Voilà. Tout est préservé pour l'utilisateur jusqu'à ce que vous-même peut-être, lorsque vous avez vu que tout est valide ici, vous avez décidé de faire un reset. Après, bien sûr, avoir fait un submit. Donc, si c'est le cas, si vous venez ici, que vous faites un suivant et que vous faites finish, vous allez voir que vous allez réinitialiser carrément le formulaire. Et donc, quand vous voyez derrière, il n'y a pratiquement plus rien. Bon, je pense que c'est tout. Et à mon avis, je pense que vous avez quand même tous les outils en main. S'il manque des fonctionnalités, vous avez des différents use cases qui n'ont pas été couverts. Vous pouvez me les soumettre. Soit vous pouvez aussi vous rendre sur le repo de la librairie et ouvrir des discussions, demander des fonctionnalités, demander ce qu'on ajoute ceci et cela. Ça sera un plaisir de pouvoir étudier tout cela et de voir la faisabilité de la chose. Je pense avoir couvert le maximum, mais si j'ai oublié certaines choses, référez-vous à la documentation. Je pense que on est bon. Ok, très important ce jour. Ceci doit vraiment être unique dans toute votre application pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Ok, à part ça, je pense que c'est tout. Donc, à cette étape ici, vous n'aviez vraiment pas besoin de iOStore pour gérer les états, mais c'est moi-même qui évolue parce que j'adore vraiment cette librairie. C'est moi-même juste qui évolue l'utiliser. Puis elle est très légère, elle fait même pas 1 kb je pense. Donc, pour m'éviter juste d'avoir à utiliser les states quelque part, voilà. Ok, on se dit ciao ciao et puis voilà, à plus.